Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter l'actualité nationale et internationale et surtout faire un travail de déconstruction. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un point central qui concerne les relations humaines. Comment réagir face à cette dégradation qui affecte les relations à tous les niveaux, dans les familles, entre les groupes sociaux, etc. Mais avant tout, je vais quand même faire un petit rappel des grands événements qui se sont déroulés pendant cette semaine et qui confortent l'analyse que nous faisons au plan international. Nous avons proposé une grille qui nous permet d'interpréter tous les événements qui comporte 5 problématiques. Rappelons-le chaque fois. Avancer vers le conflit militaire généralisé, développement du fascisme, crise économique majeure inéluctable, dérèglement climatique et catastrophes qui sont induites, et enfin, délitement sociétal général. Et cette semaine encore, nous avons vu que sur tous ces aspects-là, il y a confirmation que nous sommes dans un processus d'accélération de l'histoire. La guerre, vous avez vu que les pays européens continuent à faire le maximum de tapage pour faire leur population accepter leur militarisation. Alors on parle de défense. La défense, ce n'est pas de la défense là. Ce n'est pas des dispositions qui sont prises pour se défendre. Ce sont des dispositions qui sont prises pour organiser leur participation à la guerre de partage et de redécoupage des puissances hégémoniques. Donc, on a vu que l'Europe multiplie les rencontres pour dire oui, nous sommes en danger, il faut dépenser, et il faut accepter que les acquis sociaux soient ravagés, soi-disant pour nous défendre d'un péril inéluctable. Donc on a vu ça, mais on a vu également que les États-Unis continuent dans l'avancée vers la guerre, même s'ils font semblant de chercher un arrangement avec la Russie. Nous avons expliqué dimanche dernier qu'en réalité, les États-Unis ont bien compris qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas affronter la Russie directement. Vaut mieux laisser le sale boulot aux armées européennes et profiter pour affaiblir l'Europe et conquérir les parts de marché européennes. Mais il n'empêche que les États-Unis continuent à aller dans la logique de guerre en appuyant Israël, en tolérant que là, pendant qu'on fait semblant de parler de trêve, Israël bombarde encore Gaza, il y a eu des civils morts. Alors, écoutez, l'excuse, c'est que il y avait un drone. Alors ça, c'était peut-être un drone que le Hamas faisait voler pour espionner. En réalité, c'était des journalistes qui filmaient une opération d'attribution d'aide alimentaire. Il est impossible que les barbares israéliens n'aient pas su. Ils ont profité pour faire un acte de barbarie pour maintenir la pression. Alors, Israël bombarde, les États-Unis disent, bon, on va bombarder la capitale du Yémen, parce qu'il faut faire comprendre aux Houthis qui n'ont pas intérêt à recommencer à attaquer des bateaux. Voilà à quel point nous sommes. Donc, développement des conditions pour que la guerre se généralise. Fascisme, vous avez entendu toutes les décisions prises par les États-Unis, par l'intermédiaire de Trump bien sûr, mais par les États-Unis, pour démanteler toutes les organisations qui travaillent à la lutte pour la protection du climat, la défense des minorités, tout, y compris
l'USAID. L'USAID, alors, tout le monde s'est mobilisé pour dire, à cause de ça, on ne pourra pas soigner le sida en Afrique du Sud, on ne pourra pas faire ceci, c'est l'humanitaire qui est attaqué. Sachez que l'USAID faisait effectivement des opérations humanitaires, mais toujours soumise à l'espionnage et à l'ingérence états-unienne, à la déstabilisation des pays où elle intervenait. D'ailleurs, quand Trump a annoncé la fermeture de l'AID, le gel des subventions à l'AID, les premières dispositions prises par les différentes agences ont été de brûler toutes les archives. C'était clair parce que les tactiques d'espionnage, les preuves d'espionnage ont été mises à nu. Donc c'est un renforcement du fascisme, le muselage de tous les médias publics avec interdiction de prononcer certains mots, aux États-Unis toujours. Jamais un journaliste occidental ne dit c'est de la dictature. Si la Russie ferme un blog d'un opposant, tout le monde dit c'est la preuve que c'est un dictateur, il faut écraser la Russie, c'est un danger pour l'humanité. Mais le président des États-Unis décide d'interdire dans les faits les médias publics en interdisant notamment aux journalistes d'employer certains mots. Ce n'est pas du fascisme, ce n'est pas de la dictature, mais en tout cas, ça nous prouve cela. Il annonce encore, le Trump, que les pays caribéens qui ont des accords avec la santé, concernant la santé avec Cuba, seront sanctionnés. Les dirigeants caribéens seront privés de visa pour venir aux États-Unis s'ils continuent à recevoir des médecins qui viennent opérer dans leur pays. Or, la médecine de Cuba est connue pour son efficacité et surtout pour l'apport conséquent internationaliste que Cuba fait dans tous les pays qui ont des difficultés. C'est ça, l'internationalisme, la solidarité humaine. Eh bien non, Trump décide que je vous interdis de coopérer sur le secteur santé. Alors, il faut applaudir la dignité de tous les dirigeants caribéens qui ont dit pas question, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis, jamais je ne vais me plier à ce dictat. Tous les dirigeants caribéens qui ont des contacts avec Cuba, des accords, des partenariats pour la santé, ont réagi de façon particulièrement digne des tout petits pays qui n'osent pas affronter l'impérialisme américain pour des questions de principe. Donc, fascisme. L'accélération de la crise économique avec le yo-yo des taxes à danser, 25% par là, maintenant 200% pour tel produit de luxe, etc. Le marché international est totalement déstructuré. Même la bourse aux États-Unis, même les multinationales disent « Oh, ça va trop loin », mais parce que nous l'avons expliqué, le groupe Trump, le groupe des multinationales fascistes, leur rôle, c'est de casser les États, les lois, les accords internationaux pour faire du gangstérisme international. Je vais dans tel pays, sans droit, sans loi, sans syndicat, je prends les produits, je décide que ces minerais-là, c'est à moi, etc. C'est ça qu'ils veulent, la barbarie internationale. Donc, voilà, le résultat, c'est que pendant qu'ils préparent leur dictature sur l'économie mondiale, c'est la catastrophe qui se développe et il manque de médicaments, il manque de certains aliments, il y a une dérégulation totale de l'économie. Mais enfin, vous savez tous, nous savons tous que nous vivons dans un monde globalisé. Ce qui veut dire que aller se battre pour dire je veux aligner mes prix sous la France, c'est tout à fait farfelu.
puisque nous aurons une destruction globale de toute l'organisation économique. Et que la réponse maintenant, c'est de dire, que faire pour être indépendant économiquement, pour nous préparer à résister, à survivre de façon correcte. Ce n'est pas le moment de développer des illusions, de sortir de notre cerveau. Donc, crise économique, les catastrophes climatiques, qui sont justement liées au fait qu'on ait arrêté toutes les mesures, et ça ne concerne pas Trump seulement, hein, la communauté européenne, la commission de Bruxelles qui revient sur tous les engagements concernant la baisse du rejet des effets de gaz à effet de serre, etc., eh bien, on a quoi? On a en Espagne des inondations encore, on a des ouragans aux États-Unis avec des morts, et nous sommes une petite île de la Caraïbe. Nous serons directement affectés par la croissance en puissance de ces catastrophes-là. On continue à vivre comme ça et puis dit, bon, on ne prend pas de disposition. On ne met pas des lois martiniquaises pour protéger notre pays contre la dilapidation des terres et la mort des mangroves, etc. Monoculture. On continue à planter de la banane et à couper les... Non. Bon, bref. Je voulais dire que les événements de cette semaine confirment qu'il y a une accélération de l'histoire et des dangers que nous allons inévitablement subir, mais que nous pouvons amoindrir si nous prenons les dispositions. Et le 5e élément de notre grille d'analyse, c'est le démantèlement sociétal et mental. Et c'est le plus important. Parce qu'un peuple qui est dans l'errance, qui a des dirigeants qui sont dans l'errance, qui n'a pas les éléments de connaissance, d'information, de compréhension lui permettant de dire, bon, voilà la solution, eh bien, il est plus vulnérable, c'est évident. Donc, il faut comprendre que notre tâche fondamentale aujourd'hui, c'est de reconquérir notre humanité, notre esprit critique, nos solidarités sociales, c'est ça. On ne pourra lutter contre aucun des 4 fléaux dont j'ai parlé précédemment si on ne règle pas, en tout cas on n'avance pas dans le règlement de ce fléau-là qui est le délitement sociétal et mental. C'est pour ça qu'après ce rappel global, je vous ai annoncé que j'allais parler d'une question qui concerne le dérèglement sociétal et mental. Alors, le thème que j'ai retenu, c'est sous forme de question, comment réagir face à la dégradation des relations humaines? Pour ne rien vous cacher, ce choix m'a été dicté par une conversation à laquelle j'ai assisté, mais que nous tous pouvons entendre dans notre vie. Il s'agissait d'un déchirement entre des gens, des Martiniquais et des Martiniquaises surtout, concernant la garde de leur maman qui est gravataire, aveugle, etc. Il y avait un semblant de tout niquet comment dirais-je, tout de garde pour s'occuper de la mère, mais ça se passe mal, des coquins, aujourd'hui c'était pas moi, etc. Et puis surtout, dans la conversation, l'argument central, c'est que c'est vieille madame là qui a fait esprit. C'est esprit, c'est méchant. Et donc, il s'agissait de dire, bon, nous allons mettre ceci, un genre de désengagement. J'ai eu l'occasion, je reviens sur cet exemple-là, mais j'ai eu l'occasion récemment d'être dans l'enterrement d'une très bonne amie qui accompagnait sa mère profondément malade d'Alzheimer. Il y a peut-être 1 an, j'avais rencontré cette amie qui me disait,
Ah non, elle est méchante, elle est méchante. Non, tu peux me dire, oui, c'est vrai, on peut telle sa mère, mais elle a fait ci, elle a fait ça, et c'est ça. Et j'ai expliqué à cet ami, avec les éléments que j'avais, non, il faut comprendre comment fonctionne une personne âgée, il te faut te protéger, etc., etc. Et donc, cet ami s'était plus ou moins adapté. Eh bien, à cet enterrement, on en a reparlé, l'ami disait, mais comment elle avait pu penser ça? Et puis elle me parle de la gentillesse, de la patience de cette dame que je connaissais, que tout le monde sait qu'elle c'est un pédo, comme on dit chez nous. Je reviens à mon premier exemple. Ces enfants-là se battent pour cela et mettent la responsabilité sur la méchanceté de la personne âgée qui doit avoir 88 ans, etc. Ces gens-là, nous les connaissons, je les connais, ce ne sont pas des gens méchants. Ce sont des gens qui, par ailleurs, sont aimables. Mais quand on est aidant familial, on subit une pression mais vraiment inqualifiable. Ceux qui sont passés par là le savent et ceux qui sont dans le cas le savent. Et on ne raisonne plus normalement. Il faut qu'on se donne une raison psychologique pour s'excuser de ces manquements et du fait qu'on ne peut pas s'occuper, qu'on ne veut pas s'occuper. Mais ça, c'est pas conscient. Tout à l'heure, on va parler du conscient et de l'inconscient. C'est pas conscient. La personne pense réellement ce qu'elle dit. Et c'est une protection pour qu'elle-même ne continue pas à se dégrader. C'est pour ça que vous l'entendez d'ailleurs dans beaucoup d'émissions, on parle de la nécessité de la formation des aidants familiaux et la nécessité qu'ils se détachent et qu'ils prennent des moments pour se ressourcer. Mais les gens dont je parle n'ont pas conscience de cela. Ils se protègent, mais ils ne connaissent pas le fonctionnement des personnes âgées. On n'apprend pas ça à l'école. Ça me permet de faire une parenthèse, ou deux mêmes parenthèses. C'est qu'au lieu d'apprendre des idioties qui n'intéressent pas les élèves, qui n'ont aucune portée dans leur adaptation à la vie, dès le plus jeune âge, on devrait donner des éléments de connaissance et de compréhension à tous les habitants pour qu'ils comprennent le développement humain, la physiologie humaine, qu'est-ce qui fait, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui influence, et les préparer à affronter les difficultés. Mais l'éducation conçue par la bourgeoisie et surtout par le pouvoir colonial ne veut pas que les gens comprennent ni l'économie, ni la vie, ni quoi que ce soit. Ils veulent des gens qui obéissent. Ils veulent des gens qui ne posent pas de questions, qui ne comprennent pas, pour que le langage de l'autorité s'impose et soit conçu comme incontestable. Donc, il y a ce premier aspect-là que je dis en parenthèse. Et le deuxième aspect de la parenthèse, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du délitement sociétal et social global au niveau de l'humanité à cause des médias qui déshumanisent, à cause des injustices sociales, à cause de l'absence de formation, etc. Mais nous avons une double peine parce que dans notre pays colonisé, héritier de l'esclavagisation de nos ancêtres, des efforts pour les déshumaniser, même s'ils ne sont jamais arrivés à leur fin, font que nous sommes victimes, je l'ai déjà expliqué, d'un syndrome, c'est une véritable maladie que nous avons appelé le syndrome de Lynch, qui fait que nous avons, nous tous autant que nous sommes membres du peuple colonisé, nous sommes victimes de ce syndrome-là, qui fait que nous avons une pensée paradoxale. Une fois de plus, je vous invite à aller visionner la vidéo qui explique ce que c'est que le syndrome de Lynch. Et dans cette vidéo, on montre au départ
que chez nous tous, ce paradoxe-là fait que chez le même Martiniquais, la même Martiniquaise, coexiste une générosité, une haine contre l'injustice, une sincérité profonde, en même temps que cette volonté de rabaisser celui qui est en face, cet autodénigrement, cette adulation du colon, etc. C'est un dérèglement. Ce n'est pas une maladie mentale d'un aliéné qui est bon, il faut que tu en asile. C'est un dérèglement psychique qui peut être corrigé quand on en prend conscience. Je vous revois à cet exposé. Mais je reviens pour dire que nous vivons ce paradoxe où les mêmes personnes qui disent que leur maman est méchante et qui ne veulent pas s'en occuper sont des personnes capables de 1000 générosités et qui n'acceptent pas l'injustice. Tout cela pour dire qu'il nous faut comprendre que le fond du problème, c'est l'absence de connaissances sur le fonctionnement des hommes, la physiologie, comment le corps humain réagit, comment l'esprit humain réagit. Qu'est-ce qui fait que des gens sont agressifs ou pas? J'ai eu l'occasion dans une première émission de dire que pour entamer cette réflexion-là, commençons par, en psychologie on appelle ça l'introspection, commençons à réfléchir sur nous-mêmes, chacun d'entre nous. Est-ce que nous ne sommes pas conscients? Est-ce que nous ne savons pas que nous sommes capables de faire des choses que nous regrettons, qui sont méchantes, de nous mettre en colère pour des bêtises, et puis que nous n'avons pas toujours le courage de dire, mais j'ai tort. Ça veut dire que, faisons une introspection, disons que, mais effectivement, si je ne peux pas faire ceci à tout moment, comment puis-je reprocher aux autres de ne pas le faire? J'ai déjà eu l'occasion de prendre ces exemples-là. Souvent, les gens qui disent, ouais, tel bail qu'a fait, personne n'a qu'à dire rien. Personne n'a qu'à faire rien. Question, où le dis-tu et que fais-tu? On se rend compte, mais c'est vrai. Ah, important que ça, on n'a pas manifesté. À combien de manifestations vous êtes déjà allés? Faisons un travail honnête pour dire, bon, nous sommes tous dans la même galère. Nous avons besoin que tous progressent dans l'esprit critique, dans le contrôle de soi, dans l'humanité, pour pouvoir régler les 4 défis dont nous avons parlé et qui sont vitaux pour nous, mais qui sont déterminants pour la survie de l'humanité et de la planète. Donc, première chose, faisons cela. Et quand on a fait cette introspection-là, on doit se dire, mais comment je peux surmonter mes dérèglements, mes contradictions? Comment je peux porter ma contribution au développement de relations humaines valables, apaisées, sereines, profitables à tous? Dans une émission précédente que vous pouvez retrouver sur YouTube, j'avais donné un certain nombre d'éléments sur les données physiologiques. On a des hormones qui poussent qu'on peut être fâché à un moment, plus qu'à un autre, etc. Que les conditions d'environnement qui font que si on a un environnement apaisé, on est moins poussé vers des dérapages, des conditions de culture. Est-ce que je connais, est-ce que je lis, etc. Les conséquences de ce qu'on avait appelé l'atavisme et l'épigénétisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait dans mon comportement actuel ou dans le comportement des groupes sociaux qui m'entourent qu'ils font ceci, cela. Il y a des résurgences de problèmes passés qui font que la personne n'est même pas consciente et qu'elle le fait. Donc, quand j'ai étudié tout ça, à partir de ce moment-là, je dis, mais comment faire en sorte, avec ces nouvelles connaissances que j'ai,
d'œuvrer, d'agir pour mon amélioration personnelle, pour que je sois capable de surmonter mes détresses, mes désarrois, et pour aider l'ensemble de ma communauté à aller vers une meilleure situation. Quand j'ai les connaissances, je peux faire ça. Et je peux commencer par la question de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'une des rares explications psychologiques que les médias, que les intellectuels, que les psychologues développent assez généralement. Ah oui, il faut avoir d'estime de soi si on n'a pas d'estime de soi. Sauf que, dans la plupart des cas, c'est pour orienter les gens à concevoir que l'estime de soi doit répondre à des critères occidentaux, bourgeois, colonialistes. On voit par exemple dans des émissions de Walking, des gens qui disent, bon, oui, voilà, tu pourras retrouver ton estime de soi, mais si tu fais ceci, tu mets du caca-jaco là, tu ceci, tu mets une robe là avec un sac, etc. Donc, tu auras une meilleure estime de toi. Ce n'est pas vrai. Parce que, en portant une réponse venant de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'aliénation, en acceptant l'idée qui vient de l'extérieur, on s'écarte de ce qu'on est. On s'écarte de ce dont on a besoin vraiment pour être bien dans sa peau, dans sa tête. Et plus on se rapproche du modèle extérieur, plus on s'écarte de ce qu'on est et plus on est fragile. Ce n'est pas de l'estime de soi. Il y en a d'autres qui font estime de soi, et puis qui font des stages pour vous mettre à l'aise. Voilà comment il faut parler, etc. C'est pas ça la réponse à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comprendre qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui fait que j'ai des blocages? Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que je m'autodénigre, que je m'oppose systématiquement aux autres? Et qu'est-ce que je dois faire pour changer? À ce moment-là, on a une véritable estime de soi parce qu'on sait qu'on est correct, on est en accord avec ses idéaux, avec la bonté, avec l'humanité. C'est ça l'estime de soi. Les critères donnés par l'autre en matière d'estime de soi ne sont pas valables. Alors, parlons de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on a besoin. C'est pas parce que je jalouse la maison, la voiture, l'homme, la femme de l'autre, et que j'essaie de le dépasser, que je vais conquérir mon estime de soi. Au contraire, je vais me diminuer parce que j'ajoute une culpabilité inconsciente. Je sais que c'est pas bien. Je ne me le dis pas, mais c'est inconscient. Donc je me rabaisse. Et plus j'envie l'autre, plus je suis enragé, plus je suis mal dans ma peau, et plus le dérèglement mental qui m'habite est important. Et puis, quand j'ai des difficultés, quand l'autre m'attaque, quand on me fait des injustices, je pense à des femmes violées, je pense à des gens battus, des enfants battus, des enfants qui subissent une injustice à l'école, etc. Bien, quand on a ça, on a parlé hier en Guadeloupe et en France, il y a plusieurs cas d'enfants qui se sont suicidés parce qu'ils sont harcelés. Parce que ces gens-là, ces victimes-là, intègrent le mal qui leur est fait comme leur responsabilité, leur faute, leur état. C'est parce que je mérite, parce que je suis comme ça, que je suis harcelé. Donc, je ne mérite pas de vivre. Donc, finalement, c'est moi qui dois être écrasé et chassé de la société. Je me souviens d'une très, très, très belle image qui avait été prise par un conférencier qui faisait une intervention sur la question de l'estime de soi. Et que je me plaisais à citer, à faire avec ceux avec qui je discutais de leurs problèmes. Alors, ce monsieur
qui fait un discours avec un grand parterre, plein de gens. Il sort un billet de 500 euros, tout neuf, flambant neuf, et il dit, si je donne ce billet de 500 euros, qui c'est qui est d'accord pour le recevoir? Évidemment, tous les doigts se lèvent. D'accord. Maintenant, je froisse le billet, je l'ouvre. Si je donne ce billet-là, qui c'est qui est capable de l'accepter? Tous les doigts se lèvent. Il continue, il froisse, il le jette à terre, il le piétine, et puis il reprend. Si je donne ce billet 500 euros-là, qui veut le... Tous les doigts se lèvent encore. Et il dit, je veux vous faire comprendre. L'estime de soi, c'est la valeur que vous avez. Vous subissez des atrocités, des méchancetés, on vous crache dessus, etc. Votre valeur ne diminue pas d'un iota. Et tous ceux qui savent ce que c'est qu'une vraie valeur veulent toujours être avec vous. Alors, si des gens vous rejettent parce que vous avez eu des problèmes, vous méprisent parce que vous avez été violé, etc., c'est eux qui ont perdu leur valeur. Mais tous les êtres humains qui connaissent la véritable valeur savent que vous avez subi des atrocités, mais votre valeur est intacte. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez subi des difficultés, c'est pas facile. Mais le ressort qui vous permettra de réagir, de dire, ma valeur reste intacte, ce sont les voyous, les violeurs, les escrocs, les malfaiseurs, c'est eux qui n'ont pas de valeur. Et je vais leur montrer que ma valeur est intacte en surmontant. Il y a des mots qui n'aiment pas le mot résilience, mais au sens premier du terme, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire être capable de reprendre mon intégrité indépendamment des boxages, des froissages, des déformations que j'ai pu subir. Donc, de ça, je veux dire que celui qui est victime de désarroi, de détresse, qui n'arrive pas à comprendre, et j'ai fait une bêtise, etc., il a toujours la possibilité de remonter. La détresse, le désarroi ne sont pas inéluctables. À partir de ce moment-là, je mets un protocole, mais comme ce n'est pas facile de le faire tout seul, je dois m'entourer de ceux qui peuvent m'aider. Ce qui est triste, c'est que des fois, vous appuyez sur l'épaule de quelqu'un censé vous aider, puis vous donnez un autre coup de fer, pap! Ça, pourquoi votre désarroi? Mais ben oui, il faut rebondir. C'est quel proverbe qui disait, je crois que c'est Confucius qui disait, la grandeur, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever chaque fois qu'on tombe. Donc, je m'entoure, et si je suis déçu, je continue à chercher, à m'entourer de ceux qui peuvent m'aider parce que ça existe. Il y a autour de nous des gens absolument formidables que nous ne voyons pas parce que nous sommes méfiants. Et donc, quand j'ai fait ce travail individuel-là, je dois m'entourer de ceux qui peuvent m'aider. Mais c'est ma décision qui est fondamentale. Tout le monde sait que les gens qui arrivent à abandonner le crack, ben, ce n'est pas parce qu'ils sont allés 1000 fois dans des organismes de soutien, etc. Hein. C'est parce qu'ils ont dit « je veux sortir ». Et à ce moment-là, ils utilisent ce que les autres mettent à leur disposition. Et il faut que ceux qu'ils mettent à disposition comprennent que ce n'est pas ce qu'ils mettent à disposition qui est le résultat. Ça ne peut être que soutien, une aide. Mais la décision fondamentale, c'est est-ce que vous voulez continuer à vouloir moyer, à dire rien n'est possible, ou est-ce que vous dites je récupère mon intégrité, je m'entoure de gens. Mais ça, c'est l'individuel. Mais je dois comprendre que si je suis dans la position, s'il y a tant de voyoucratie, de violeurs, d'ivrognes, de craqués autour de moi qui viennent me voler mon collier, etc., c'est parce que la société les pousse dans cette direction-là. Parce que la société ne prend pas les mesures qu'il faudrait pour que les populations se développent correctement. Donc je dois m'associer avec tous ceux
qui sont conscients de cela pour attaquer le système, pour dire là, on lutte pour défendre le climat, on lutte contre la guerre, on lutte pour une économie qui soit valable, qui ne soit pas au service de multinationales, on lutte contre le fascisme, mais on lutte contre le système parce que c'est lui qui est responsable de tout cela. Alors, dans quelle structure vais-je m'engager pour contribuer à renverser le système? Ah, les fronts sont larges. Ça peut être une structure pour l'écologie, de défense de l'écologie, une structure contre la guerre, pour la défense des droits des femmes, contre le fascisme, etc. Mais ça doit, surtout, si je veux avoir le maximum d'efficacité, être une structure où on apprend politiquement à combattre le système. Où on comprend qu'il faut une stratégie pour combattre le système. Où on comprend que tout ce qu'on va faire pour se sauver, pour essayer de vivre mieux, serait écrasé par le système qui ne veut pas qu'on s'en sorte. Et que pour pouvoir régler les problèmes, il faut renverser le système. On saisit votre maison parce qu'on a exigé des impôts injustes. Vous l'avez construite pendant 30 ans, vous avez fait des sacrifices. Et puis parce que, excusez-moi pour une fois, permettez-moi, des chiens qui sont au gouvernement décident de voler l'argent des retraités, de saboter la sécurité sociale, d'exiger des taxes alors que tous les grands milliardaires sont exonérés, vous allez vous pendre, vous allez vous alcooliser. Non! Au combat, rentrer politiquement pour dire, ah, c'est ça, il y a fait de l'impôt. Nous, quand rentrons les yo. Je veux dire, et on va arriver vers la conclusion, qu'il y a des solutions pour apaiser. On peut dire ce qu'on veut, s'il y a une école qui forme notre jeunesse, qui lui donne des valeurs éthiques, qui lui donne des compétences pour qu'il puisse agir, réfléchir, porter réponse. S'il y a un système médiatique qui tous les jours explique ce que c'est que le secourisme, pas un petit spot pour faire l'intéressant, mais si on a un système éducatif, médiatique qui forme les gens, si on a des structures de démocratie directe, ça veut dire où on se rend compte. Je vis dans un quartier, je vais au supermarché pour acheter des produits pleins de pesticides, je ne sais même pas que 4 terrains plus loin, il y a un bonhomme qui fait des dachines biologiques. Ça me reviendrait 3 fois moins cher et puis ça mettrait des relations saines du quartier. Donc si je ne suis pas intégré dans le quartier, il y a des gens qui veulent faire la révolution, l'indépendance, ils ne pas connaître les gens qui carrent en tout cas. Ils ne pas dire bonjour. Je veux le peuple martiniquais la dignité, ou pas connaître ces gens qui ont tout caillou, qui fait au capon, qui mise au cassibi, pour dire qui ça m'a fait faire à côté. Qui révolution, c'est du bidon. À l'heure actuelle, nous avons un choix, je vais terminer sur ça, c'est nous engager pour notre émancipation personnelle, pour être fiers d'être un Martiniquais, une Martiniquaise digne, qui connaît son histoire, qui a des relations valables, et puis qui lutte pour changer le système capitaliste, impérialiste, colonialiste, et construire l'alternative qui existe, l'autre monde possible. Les conditions sont réunies, il y a des milliers de gens qui luttent partout dans le monde pour ça, on ne nous en parle pas, mais les choses sont en train de changer. La question, est-ce que chacun d'entre nous là va continuer à vivre banalement, à nous contenter d'apparence, ou bien est-ce que chacun d'entre nous va poser la pierre dans la construction d'une société alternative en Martinique et dans le monde? Je vous remercie de votre attention.
école.